Écoute ta sœur ou va-t'en, ont crié mes parents. Ma sœur a ajouté, tu ne manqueras jamais à personne. Je suis restée silencieuse et je suis partie. 2 semaines plus tard. 98 appels manqués de mes parents et un texto de ma sœur, où es-tu? Il y a des moments dans une famille où tout ce qui a été silencieusement toléré pendant des années se révèle finalement en une seule phrase. Et cette nuit-là, dans notre salon, fut le moment où la vérité m'est apparue. Je m'appelle Amélie Durand. Et jusqu'à ce soir-là, je croyais encore que la patience et la compréhension pouvaient maintenir une famille unie, même lorsque l'équilibre entre l'amour et la responsabilité était inégal depuis longtemps. Ma sœur se tenait devant nos parents, parlant comme si chaque décision dans la maison lui appartenait naturellement. La conversation a commencé par quelque chose de futile, quelque chose qui aurait pu être discuté, mais il est vite devenu clair qu'elle ne me parlait pas comme une sœur. Elle donnait des instructions, s'attendant à une obéissance totale, convaincue que nos parents la soutiendraient sans poser de questions, comme ils l'avaient toujours fait. Quand j'ai dit calmement que j'avais mon propre point de vue sur la question, mon père ne m'a pas demandé ce que je voulais dire ou pourquoi je pensais différemment. Il a simplement dit, écoute ta sœur ou va-t'en. Ma mère ne m'a pas défendu, ni même hésité. Elle est restée silencieuse, son silence confirmant que la décision avait déjà été prise. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, tu ne manqueras à personne. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'en avait pas besoin. J'ai fait un petit sac et je suis sorti. Pas de cris, pas d'explication, seulement le silence. Si vous avez déjà été chassé de votre propre famille pour avoir refusé de vous briser afin de correspondre à leurs attentes, restez. Cette histoire est pour vous. Le lendemain, j'ai emménagé dans un petit studio dans le nord de Nantes. Il n'avait rien de remarquable, mais il m'offrait de l'intimité et le contrôle de mon propre temps, ce que je n'avais jamais vraiment connu auparavant. Je me suis réveillé tôt le premier matin, non pas parce que je le devais, mais parce que le silence m'encourageait à commencer à façonner ma journée avec intention. J'ai décidé de prendre des habitudes qui n'appartiendraient qu'à moi. J'ai préparé le petit déjeuner, simple mais fait de mes propres mains. J'ai noté un emploi du temps approximatif pour la semaine, indiquant les heures de travail, les courses et les petites tâches comme faire la lessive ou nettoyer le sol. Ces actions étaient ordinaires, mais elles portaient en elles un sentiment tranquille de maîtrise. Pendant mon trajet pour aller au travail, je me suis surprise à penser au schéma qui existait dans ma famille depuis des années. Je me suis souvenu de moments qui avaient semblé insignifiants à l'époque. Quand nous étions plus jeunes, ma sœur avait le dernier mot sur les décisions du foyer, même celles qui me concernaient directement. Elle choisissait les projets de vacances tandis que les miens étaient rejetés. Elle parlait plus fort que moi lorsque des parents nous rendaient visite, et personne ne la corrigeait. Aucune de ces choses n'avait semblé assez dramatique pour être confrontée, et je les avais donc acceptées comme faisant partie de ce à quoi ressemblait une famille. Maintenant, avec la distance, le schéma est apparu clairement non pas douloureux, mais limpide. Je ne passais pas en revue ces souvenirs pour justifier mon départ, mais pour comprendre depuis combien de temps j'avais appris à me taire sans m'en rendre compte. Un soir, ma meilleure amie, Maya Moreau, est passée après son service. Nous nous sommes assises par terre pour manger car je n'avais pas encore de meubles. Maya ne m'a pas poussé à parler. Elle a simplement demandé si je dormais, si je mangeais et si je gérais la situation. Quand je lui ai dit que je me débrouillais seule, elle a paru soulagée. Sa présence n'était pas une pression ou une instruction. C'était comme une reconnaissance. Elle a dit qu'elle avait vu à quel point j'étais devenue tendue dans les mois précédant mon départ et qu'elle était heureuse que je m'en sois éloignée. Elle ne m'a pas dit de pardonner à qui que ce soit ou d'essayer de résoudre la situation. Elle a seulement écouté, et cela suffisait. Après le départ de Maya, j'ai décidé de ne pas appeler ou envoyer de textos à mes parents ou à ma sœur, Camille. Je ne voulais pas rouvrir la dispute ou me défendre. Je voulais entendre mes propres pensées sans interruption. Le silence m'a paru étrange au début. J'étais habitué à être celle qui tendait la main, qui demandait si tout le monde allait bien, qui essayait d'arranger les choses après les désaccords. Sans que je le fasse, il n'y a eu ni appel ni message pendant plusieurs jours. J'ai remarqué que la maison que j'avais quittée n'est pas venue à ma recherche. Je me suis concentré sur le travail. J'ai préparé des repas qui duraient plusieurs jours. J'ai géré mes corvées calmement et sans hâte. La routine s'est installée lentement, sans drame ni excitation, mais de manière stable. Je dormais sans attendre des bruits de pas dans le couloir ou des voix fortes derrière des portes closes. Je ne me sentais pas triomphante d'être partie, mais je me sentais stable, et cette stabilité suffisait pour continuer.
Finalement, un message est arrivé de la maison. Mon téléphone s'est allumé avec une notification de Camille. J'ai vu son nom et je ne l'ai pas ouvert. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai continué à faire la vaisselle. Il n'y avait pas de colère dans cette décision. Je ne me sentais tout simplement pas prête à retourner dans un espace où ma voix n'avait jamais eu le droit de compter. Je me suis couché ce soir-là en sachant que le silence n'était pas vide. C'était un espace pour respirer. Une semaine plus tard, mon téléphone a commencé à sonner à la même heure chaque après-midi. J'ai reconnu le schéma avant de regarder l'écran. C'était maman. Ses messages vocaux étaient presque identiques à ceux qu'elle m'avait laissés toute ma vie, portant ce ton familier d'urgence qui ne demandait pas vraiment comment j'allais, mais impliquait plutôt que j'avais des obligations qui m'attendaient. J'ai écouté sans répondre. Chaque message contenait des mots qui semblaient répétés. Elle me disait que je devais rappeler, qu'il y avait des choses à la maison qui devaient être gérées, que mon absence devenait gênante. Il n'y avait aucune mention de la façon dont je pouvais m'adapter ou si j'allais bien. Les appels venaient me rappeler mon rôle, pas ma place. Camille a envoyé ses propres messages. Elle essayait de paraître calme, mais sa frustration transparaissait. Elle écrivait sur les corvées non faites, sur la confusion dans l'organisation des rendez-vous pour notre grand-mère, sur le courrier qui s'accumulait et dont elle ne savait que faire. Aucune de ces tâches n'était compliquée, pourtant c'étaient des tâches dont je m'étais discrètement occupé pendant des années. Ils avaient toujours supposé que ces choses se faisaient d'elles-mêmes parce que je donnais l'impression que c'était sans effort. Maintenant que j'étais parti, le travail était visible pour là. Papa n'appelait pas aussi souvent. Quand il le faisait, son ton était plus sec. Il demandait quand je comptais rentrer à la maison, le disant comme si mon départ était par nature temporaire. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais parti ou comment je me sentais. Il s'attendait à un retour, comme si j'étais sorti faire une course et que j'avais mis trop de temps. L'absence de ma présence à la maison commençait à changer l'atmosphère là-bas. Mon rôle de celle qui s'assurait que tout continue de fonctionner sans accroc n'avait jamais été reconnu à voix haute. Pourtant, sans moi, le déséquilibre est devenu impossible à ignorer. Je pouvais sentir la tension à travers les pauses dans leurs messages, à travers la politesse cassante, à travers la façon dont chaque voix portait une attente différente de ma réponse. Camille voulait que je retourne à ma place à côté d'elle, un endroit où elle pourrait s'appuyer sur moi sans le remarquer. Maman voulait que la maison retrouve son rythme habituel sans l'inconfort du changement. Papa voulait que le contrôle soit restauré. J'ai continué mes routines. J'ai cuisiné mes repas et nettoyé mon petit espace. J'ai travaillé et suis rentré chez moi sans considérer le poids des réactions de quiconque. Je ne ressentais pas de froideur à leur égard. Je ne me sentais tout simplement plus responsable de maintenir une harmonie qui avait toujours dépendu de mon silence. La distance m'a permis de réfléchir sans interruption. J'ai réalisé combien de décisions dans mon enfance et au début de ma vie d'adulte avaient été façonnées par l'attente tacite que je maintiendrais tout stable. Un soir, j'ai reçu un autre message, plus long que les autres. Il venait de Camille. Sa voix était mal assurée. Elle parlait d'essayer d'équilibrer le travail et les tâches ménagères, de se sentir dépassée par de petites choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Elle a dit que maman et papa se disputaient plus souvent. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas reconnu le moment dans le salon où ce qu'elle m'avait dit. Elle a seulement dit que les choses étaient difficiles maintenant et a demandé ce qu'elle devait faire. J'ai écouté le message 2 fois. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni ressentiment. J'ai compris qu'elle subissait les conséquences du déséquilibre qui existait depuis des années. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai laissé l'écran s'éteindre. Je n'ai pas répondu. Le silence n'était pas destiné à punir. C'était simplement le seul espace où je pouvais continuer à respirer. 2 semaines plus tard, le schéma de silence autour de moi a changé d'une manière que j'ai pu sentir avant de la voir. Mon téléphone s'est allumé à plusieurs reprises alors que je préparais le dîner un soir, et quand j'ai finalement vérifié l'écran, il affichait 98 appels manqués de maman et papa. Le nombre lui-même suggérait l'urgence, mais je connaissais le ton de ces messages avant de les écouter. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai continué ce que je faisais. Je n'avais pas besoin d'entendre le contenu pour comprendre que la maison que j'avais quittée devenait de plus en plus agitée sans ma présence. Quand j'ai finalement écouté le dernier message vocal, il venait de maman. Sa voix ne semblait pas dure mais contenait quelque chose de tranchant en dessous, un mélange d'inquiétude et de frustration. Elle m'a demandé de la rappeler et a dit qu'il y avait des choses dont nous devions discuter. Le message était bref,
et du genre de brièveté qui vient de la retenue plutôt que du calme. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé l'écran s'éteindre. Camille a commencé à envoyer des messages sur un ton différent d'avant. L'autorité qui avait coloré ses paroles depuis notre jeunesse n'était plus présente. Au lieu de cela, elle semblait incertaine. Elle a écrit qu'elle avait essayé de gérer les responsabilités du foyer, mais qu'elle se sentait dépassée. Elle a mentionné que papa l'avait critiqué pour avoir mal géré des tâches simples et que maman avait dit des choses qui la laissaient acculer. Rien de tout cela ne m'a surprise. L'équilibre de la famille reposait sur quelqu'un qui travaillait discrètement en arrière-plan, gérant les détails pour que les autres n'aient jamais à les remarquer. Lorsque ce travail a disparu, les lacunes sont devenues immédiatement visibles. Un jour, un message est arrivé de maman sans texte joint. C'était une photographie de nous quand j'étais plus jeune. Nous étions dans le jardin, souriant à quelque chose hors du cadre. Camille était à côté de moi avec son bras sur mon épaule. Papa se tenait derrière nous, et maman tenait l'appareil photo. L'image était familière, mais elle semblait lointaine. Je pouvais reconnaître le souvenir sans m'y sentir connecté. J'ai compris l'intention derrière cet envoi. Maman voulait faire appel à quelque chose d'émotionnel qui me ramènerait à la maison sans aborder ce qui m'avait poussé à partir. Je n'ai pas répondu. Plus tard ce soir-là, papa a laissé un message vocal. Son ton était plus lourd qu'avant. Il a dit que la maison semblait différente maintenant, d'une manière qu'il n'aimait pas. Il a dit que Camille et maman s'étaient disputés plus souvent et que l'atmosphère était tendue. Puis il a ajouté que mon départ avait perturbé la famille et que j'avais rendu les choses plus difficiles pour tout le monde. Il l'a dit comme si la responsabilité du déséquilibre reposait entièrement sur ma décision plutôt que sur les années de dépendance placées sur mon silence. J'ai écouté le message jusqu'au bout. Je n'ai ressenti ni colère, ni culpabilité. J'ai simplement reconnu que papa croyait toujours que l'harmonie se maintenait par la soumission, non par la compréhension. Il y a eu d'autres messages après cela. Certains de maman, certains de papa, certains de Camille. Chacun portait un angle différent. L'un suppliait, l'un exigeait, l'un essayait d'évoquer un souvenir, l'un tentait la logique. Aucun ne reconnaissait le moment dans le salon, les mots qui m'avaient poussé dehors, le silence qui avait suivi, ou les années d'attente tacite qui avaient tout façonné. J'ai continué mes routines. J'ai travaillé. J'ai mangé. J'ai dormi. J'ai plié mon linge et mis mon réveil pour le matin. Ma vie est restée stable. Les appels et les messages sont venus par vagues, montant et descendant. J'ai gardé le même choix que j'avais fait depuis le début. Je n'ai pas répondu. Nous nous sommes rencontrés dans un vieux restaurant où ma famille allait le dimanche matin quand j'étais plus jeune, un endroit où les tables avaient été remplacées au fil des ans, mais où le bourdonnement familier des conversations et la légère odeur de café étaient restés inchangés. J'ai accepté de les rencontrer parce que maman avait insisté dans son message que ce ne serait qu'une conversation, rien de plus. Et bien que je ne me sentisse pas obligé d'y assister, je voulais voir clairement ce qu'ils attendaient de moi maintenant. Quand je suis arrivé, maman, papa et ma sœur, Camille, étaient déjà assis à une banquette d'angle. Maman avait l'air fatiguée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Papa était assis les bras croisés, et Camille gardait les yeux baissés vers la surface de la table comme si elle avait répété quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Maman a été la première à parler, sa voix douce et pleine d'espoir, comme si les dernières semaines n'avaient été qu'un malentendu plutôt qu'une accumulation d'années. Elle a dit qu'elle voulait que la famille redevienne comme avant, et elle croyait que mon absence avait créé une distance qu'aucun d'eux ne savait comment combler sans ma coopération. J'ai écouté sans interrompre, laissant ces mots s'installer dans un espace qui semblait lointain de là où j'étais assise. Papa a parlé après elle, mais son ton portait moins de douceur et plus de certitude, comme si cette réunion n'était pas une discussion, mais une instruction. Il a dit que chaque famille a des désaccords, mais que l'unité doit primer, et qu'il était de ma responsabilité de revenir parce que mon départ avait été, à son avis, une réaction impulsive plutôt qu'une décision réfléchie. Camille a finalement levé les yeux, et son expression était prudente, pas autoritaire, comme elle l'avait été la nuit où elle m'avait dit de lui obéir ou de quitter la maison. Elle a dit qu'une famille ne fonctionne que lorsque tout le monde contribue à maintenir la paix, et elle croyait que je devais à la famille l'effort de restaurer l'harmonie. Elle ne s'est pas excusée pour ce qu'elle m'avait dit auparavant, ni n'a reconnu le poids de ses mots. Au lieu de cela, elle a présenté mon départ comme une perturbation que j'étais maintenant obligé de réparer. J'ai alors réalisé qu'elle ne m'avait pas contacté par remords, mais par nécessité. L'absence de quelqu'un qui avait toujours absorbé l'attention avait rendu l'attention visible.
Les yeux de maman se sont remplis de larmes alors qu'elle continuait de parler, et elle a demandé si nous pouvions simplement oublier tout cela et passer à autre chose. Papa s'est légèrement penché en avant, sa voix sévère, déclarant que les familles ne se brisent que si quelqu'un choisit de les briser, et il a demandé si je comprenais les conséquences de choisir la distance. Camille m'a observé attentivement, attendant une réponse qui soulagerait son fardeau plus qu'elle ne résoudrait quoi que ce soit de significatif. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas contesté leurs explications ni essayé de raconter les années de déséquilibre qu'ils n'avaient jamais reconnues. Je leur ai simplement dit que je comprenais clairement ma place dans la famille maintenant, et que ce n'était ni en tant que pacificatrice, ni en tant que personne qui se plierait pour maintenir une image d'unité qui ne profitait qu'à un seul côté. J'ai dit cela calmement, non pas comme un rejet de la famille, mais comme une reconnaissance de ce que ma présence m'avait toujours coûté. Maman a secoué la tête comme si le sens de mes mots lui échappait. Papa a expiré brusquement et a détourné le regard. L'expression de Camille s'est crispée un instant avant de se figer dans un silence qui m'a dit qu'elle comprenait, même si elle ne le dirait pas. Je me suis levé de la table, j'ai posé mes mains sur la banquette pour me stabiliser une seconde seulement, et je me suis dirigé vers la porte. Je n'ai pas regardé en arrière en quittant le restaurant, parce que je savais que si je le faisais, je pourrais voir la version de ma famille que je souhaitais autrefois plutôt que celle qui était assise en face de moi ce jour-là. Un mois plus tard, la distance entre nous s'était installée en quelque chose de réel et d'indéniable. J'ai continué à vivre dans mon studio, maintenant les routines tranquilles que j'avais construites sans interruption. Ce n'était pas dramatique ou triomphant. C'était simplement stable. Je me levais tôt pour le travail, je préparais mes repas, je gardais mon petit espace propre et je passais mes soirées à lire ou à me promener dans le quartier sans le sentiment constant de devoir anticiper les besoins de quelqu'un d'autre. Le silence n'était plus un vide. C'était une pièce que j'avais enfin pour moi toute seule. Pendant ce même mois, j'ai appris par mon amie Maya que Camille avait commencé à avoir des difficultés que personne dans la famille n'avait prévues. Les responsabilités qu'elle avait insisté pouvoir gérer seule ont commencé à s'accumuler plus vite qu'elle ne pouvait les maîtriser. Elle était habituée à diriger plutôt qu'à entretenir, et les tâches quotidiennes dont je m'étais discrètement occupé pendant des années étaient maintenant visibles par leur absence. Les factures à payer à temps, les emplois du temps nécessitant de la cohérence et le labeur émotionnel pour maintenir l'équilibre du foyer n'étaient plus soutenus par la personne qui s'en était autrefois occupée sans reconnaissance. La frustration de Camille s'est transformée en épuisement, et l'épuisement en quelque chose de plus lourd qui lui était difficile de cacher. Maman et papa, qui avaient autrefois parlé avec une telle certitude de la nécessité de l'unité, se sont retrouvés en désaccord sur la manière dont tout s'était déroulé. Papa insistait sur le fait que Camille avait agi raisonnablement et que je m'étais offensé trop facilement. Maman a suggéré que la situation avait peut-être été plus compliquée qu'il ne se l'était avoué. Leurs conversations, qui avaient autrefois été dirigées vers l'extérieur, vers moi, se sont tournées vers l'intérieur, l'une vers l'autre, et l'harmonie qu'ils appréciaient tant a commencé à se fissurer sous la pression de leur propre rôle non résolu dans ce qui s'était passé. Alors que les tensions grandissaient au sein du foyer, la pression financière est devenue plus perceptible. J'avais autrefois contribué à la maison de manière qui n'était jamais ouvertement discutée, comme la gestion de petits budgets, la planification des listes de courses et l'assurance que rien n'était gaspillé. Sans cette structure discrète, les dépenses ont augmenté de manière subtile mais constante. Maman et papa ont engagé quelqu'un pour aider à combler les lacunes à la maison, une décision qui a encore plus tendu leurs finances. Ils ne m'en ont pas parlé, mais je l'ai appris discrètement, et j'en ai compris la signification. Même sans entendre d'explication, ils avaient remplacé un travail qu'ils n'avaient jamais reconnu que je fournissais. Le comportement de Camille pendant cette période est passé de la frustration à la confusion. Elle n'était pas habituée à demander de l'aide, ni préparée à la possibilité que l'aide ne soit pas accordée simplement parce qu'elle l'exigeait. Elle a essayé de masquer la difficulté qu'elle ressentait, mais Maya a mentionné en passant que la voix de Camille avait perdu son tranchant lorsqu'elle parlait de moi. Au lieu de la certitude, il y avait de l'hésitation. Et au lieu de la confiance, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Que ce soit du regret ou une prise de conscience, je n'ai pas essayé de l'identifier de trop près. Ce n'était pas ma responsabilité d'interpréter ses sentiments. Maman a de nouveau tenté une réconciliation, mais plus discrètement et avec moins d'insistance. Les messages qu'elle envoyait étaient plus courts et plus hésitants, comme si elle savait qu'insister trop fort ne ferait que confirmer la distance au lieu de la réduire. Papa a peu parlé pendant cette période, ce qui en disait plus que tout ce qu'il aurait pu argumenter. Camille n'a pas du tout pris contact.
Le silence de sa part n'était pas le même que le silence que j'avais choisi. Le mien était intentionnel. Le sien était le résultat de ne pas savoir quoi dire maintenant que son autorité n'avait de sens que dans l'espace où je n'étais plus présente. Je ne suis pas retourné à la maison. J'ai continué à construire ma vie. La stabilité que j'avais créée n'était pas grandiose, mais elle était mienne, et je la protégeais parce que je comprenais maintenant quel était le fondement de tout ce que j'avais autrefois cru impossible d'avoir. La famille s'est adaptée à mon absence parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Je me suis adapté à ma propre présence parce que, pour la première fois, je me le suis permis. 3 mois plus tard, ma vie s'est installée dans un rythme qui semblait stable et intentionnel. J'avais quitté le petit studio pour un appartement plus grand dans l'est de Nantes, le choisissant selon mes propres termes, avec mon propre revenu, et sans que personne ne se demande si je méritais l'espace que j'occupais. Le nouvel appartement était calme d'une manière qui me permettait de m'entendre penser. J'ai aménagé chaque pièce avec soin, plaçant les objets là où ils me semblaient justes pour moi plutôt que là où ils seraient approuvés par quelqu'un d'autre. J'ai réalisé à quel point une grande partie de mon ancienne vie avait été façonnée par l'ajustement, par l'anticipation, par le fait de me minimiser pour éviter les tensions. Dans cet endroit, je ne pesais plus chaque décision par rapport au confort de quelqu'un d'autre. Mes journées sont devenues rythmées par des routines qui avaient du sens pour moi. Je me levais tôt parce que cela me semblait naturel, pas parce que quelqu'un s'attendait à ce que je le fasse. Je préparais mes repas sans planifier en fonction de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Je rentrais chez moi chaque soir et laissais le silence exister sans l'interpréter comme un danger ou une négligence. C'était surprenant de voir à quel point la vie semblait légère quand je n'avais plus à anticiper les réactions ou à gérer le climat émotionnel de tout un foyer. Mon énergie ne se déversait plus vers l'extérieur juste pour maintenir la paix. Au lieu de cela, elle me revenait. Maya et moi avons continué à nous voir de temps en temps. Notre amitié est restée stable, ouverte et respectueuse des limites. Nous nous retrouvions pour un thé où nous nous promenions en ville sans avoir besoin d'expliquer chaque détail de nos vies personnelles. Elle ne me demandait pas de justifier mes choix, ni n'essayait de remplacer le rôle que ma famille exigeait autrefois de moi. Être avec elle me rappelait que les relations peuvent exister sans obligation ni déséquilibre. Je n'avais pas grandi en croyant que c'était possible, alors le reconnaître, c'était comme apprendre une nouvelle langue. Le souvenir de la nuit où j'ai quitté la maison de ma famille s'est adouci avec le temps. Il a cessé d'être une rupture nette pour devenir un moment dans une histoire plus longue. Je n'étais pas parti pour punir qui que ce soit ou pour créer de la culpabilité. J'étais parti pour me protéger d'une érosion progressive. Quand j'ai finalement compris cela, la culpabilité que je portais a commencé à se relâcher. Partir n'était pas un rejet de ma famille. Partir était un acte de me choisir moi-même. Parfois, des messages arrivaient encore. Maman envoyait de courts textos avec un poids émotionnel familier. Papa en envoyait de plus longs, remplis d'explications ou de frustration. Les messages de Camille sont passés de ferme à hésitant, bien que je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'organisais plus mes journées autour de leurs attentes ou de leurs sentiments. Le silence entre nous n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Les conversations qu'ils voulaient m'auraient obligé à retourner à un rôle qui ne correspondait plus à qui j'étais. Je ne pouvais pas redevenir celle qui lissait chaque surface et absorbait chaque impact. Dans ce nouvel espace, j'ai appris à apprécier les petites choses sans m'excuser, la douce lumière du matin, la façon dont je pouvais laisser un livre ouvert sans que quelqu'un demande pourquoi, la facilité de préparer le dîner pour moi seul. J'ai passé plus de temps à lire et à écrire et moins de temps à prouver que je faisais assez d'efforts. J'ai redécouvert des intérêts qui s'étaient tus lorsque mon énergie était consacrée à tout gérer autour de moi. Il y a eu des moments où de vieilles habitudes ont refait surface, une lueur de culpabilité, un élan de responsabilité, une pensée que je devais peut-être quelque chose aux personnes qui m'avaient élevé. Quand cela arrivait, je me rappelais que l'amour ne peut être entretenu par l'effacement. Rester aurait signifié disparaître. Partir m'a permis d'exister. Ma famille faisait partie de mon histoire, mais elle n'en définissait plus la direction. Je ne les détestais pas. J'ai simplement libéré la version de moi-même qui vivait pour leur approbation. J'ai continué d'avancer, ne portant que ce qui m'appartenait. 1 an plus tard, ma vie avait pris une forme qui semblait complète en soi. Je n'attendais plus de messages de la maison, ni ne me demandais comment ils se débrouillaient sans moi. Le silence entre nous s'était installé en quelque chose de stable, ni lourd ni chargé. Il existait, tout simplement. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler, à grandir et à façonner mes journées autour de ce qui avait du sens pour moi plutôt que de ce qui était attendu de moi.
À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai reçu un message de maman. Son ton était doux, le genre de douceur qui ne venait autrefois qu'après des disputes ou des tempêtes émotionnelles. Elle a écrit que la famille prévoyait une petite réunion, et que cela signifierait beaucoup si je venais. Il n'y avait ni accusation, ni culpabilité, seulement une demande. Je l'ai lu lentement, et pendant un instant, j'ai presque pu entendre sa voix telle qu'elle était quand j'étais jeune. J'ai répondu avec clarté et calme. J'ai expliqué que j'espérais qu'elle passerait des fêtes paisibles, mais que je ne serais pas présente. Il n'y avait pas de colère dans mon message, pas de tentative de rouvrir de vieilles blessures ou de prouver quelque chose. J'ai simplement choisi la vie que je menais maintenant. Elle n'a répondu qu'une seule fois de plus, me disant qu'elle comprenait. Je crois qu'elle le pensait, même si la compréhension est venue tardivement. J'ai appris par un parent éloigné que Camille avait rencontré des difficultés à s'adapter aux responsabilités qu'elle avait autrefois insisté pour assumer seule. Le rythme du foyer avait changé sans que quelqu'un n'aplanisse constamment les conflits ou anticipe les besoins. Camille n'occupait plus la position centrale incontestée qu'elle avait autrefois. Le changement était arrivé tranquillement, sans révélation dramatique. C'était le résultat naturel de rôles qui n'étaient plus maintenus. Papa, m'a-t-on dit, avait commencé à parler moins sèchement quand mon nom était mentionné. Il n'argumentait plus que je devais revenir. La certitude qu'il portait autrefois s'était estompée. La prise de conscience, quand elle arrive, a une façon de se manifester sans applaudissements. Je ne me suis pas sentie triomphante en entendant tout cela. Je me sentais distante, comme si j'observais une histoire qui ne m'appartenait plus. Je ne suis pas retourné chez eux cet hiver-là. Je n'ai pas envoyé de cadeaux ou de photographies. Je n'ai pas échangé de longs messages. Pourtant, je ne portais pas de ressentiment. J'avais libéré ce fardeau bien avant. La vie que je menais maintenant ne tournait pas autour de la réparation ou du retour. Elle tournait autour d'une stabilité présente et d'un sentiment de soi que j'avais patiemment reconstruit. J'ai avancé, et le passé est resté là où il devait être, derrière moi. Reconnu, mais pas réinvité entre mes mains. Une vraie famille ne devrait pas exiger le sacrifice de soi pour maintenir la proximité. Fixer des limites n'est pas un acte de rejet. C'est une reconnaissance de la dignité personnelle et de la sécurité émotionnelle. Parfois, l'amour ne devient plus clair que lorsque la distance est créée, et la croissance peut se produire en dehors des rôles qui nous étaient autrefois assignés. Se choisir soi-même n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La guérison peut se produire sans retrouvailles, et la paix peut exister sans retourner à ce qui nous a autrefois blessés. Merci d'être resté avec mon histoire jusqu'à la fin. J'apprécie votre temps et votre présence ici. Si une partie de cela a résonné avec vos propres expériences ou souvenirs, vous êtes invité à partager vos pensées ou vos histoires dans les commentaires. Votre voix compte, et il se peut que quelqu'un ait besoin de l'entendre. J'espère que vous prenez soin de vous, où que vous soyez dans votre propre parcours.